je travaille à l'Institut de la Vision depuis maintenant plus de 10 ans, et j'ai commencé à travailler avec Serge et le professeur Sahel quand ils sont venus à Paris, maintenant il y a 20 ans. Et il y a 10 ans, au laboratoire, on a mis au point une stratégie qui aujourd'hui est à la mode, c'est-à-dire qu'à partir de cellules de la peau, on reprogramme les cellules pour faire des cellules souches qui sont capables de donner toutes les cellules de l'organisme, donc des cheveux, de la peau, du cœur, du foie, et puis aussi de la rétine. Et on a trouvé une stratégie pour fabriquer des avatars de rétine. Alors j'aime pas utiliser le terme mini-rétine parce que c'est pas un mini-organe vraiment. Donc c'est un avatar de rétine. Et le grand intérêt de ces organoïdes, on appelle ça des organoïdes, du coup, c'est qu'on le fait à partir de cellules humaines. Donc en fait, on travaille dans un contexte humain. Donc ça a beaucoup d'intérêt. Donc parce que les souris ne sont pas des humains. Et vous connaissez tous, hein, les rongeurs, c'est quand même pas le sens qu'ils utilisent le plus, c'est pas la vision. D'accord ? Ils vivent la nuit, etc. Donc du coup, il y a beaucoup de... Quand on veut travailler sur des pathologies, si on veut essayer de comprendre des pathologies, on utilise des modèles animaux souvent. Mais il y a beaucoup de modèles animaux qui n'existent pas pour certaines pathologies. Donc on peut prendre le cas de certaines rétinopathies pigmentaires. Donc en fait, on sait très bien que la souris, si elle a les mêmes mutations que celles qu'on a chez les patients, il ne se passe rien. Voilà. Donc l'avantage de ces organoïdes, je pense que Vicky, tu l'as dit ce matin, en fait, c'est avec l'accès qu'on a aujourd'hui, donc nous à l'Institut de la Vision, avec l'hôpital des 15-20, Vicky à Montpellier, il y a aussi les gens juste à côté à l'hôpital Necker, Hélène Dollfus à Strasbourg. Donc il y a des grandes cohortes de patients qui sont aujourd'hui tous volontaires. Hein. Donc du coup, il y a des règles, hein, le comité de protection des personnes, la NSM, etc. Donc, où les patients sont volontaires pour donner un petit morceau de peau. Donc chez les enfants, on fait à partir de prélèvements sanguins. Chez les adultes, plutôt avec prélèvements de peau. Ça ne se voit pas, c'est juste ici, là, dans l'aine. Et du coup, après, on refabrique ces cellules et on arrive à avoir, donc ça ressemble à une espèce de petite boule avec des petits cheveux tout autour. Donc ça prend plus de 200 jours, d'accord, pour avoir ça dans sa boîte de culture. Mais si on regarde le temps de la gestation chez l'humain, c'est quand même 9 mois. Donc du coup, on récapitule exactement ce qui va se passer au cours du développement humain dans une boîte de culture, exactement le plus fidèlement possible, pour avoir quelque chose qui va ressembler à l'organe, donc la rétine, dans la boîte de culture. Donc une fois qu'on a ça, on a vraiment une forme de rétine humaine. Donc ça permet d'utiliser plein de choses. Donc alors là, pour ceux qui... c'est tout petit, mais ici j'ai mis une image. Au milieu, c'est un organoïde où on a coupé en deux, on a regardé les différentes cellules, donc les photorécepteurs, hein, les cellules qui captent la lumière, et en bas à droite, c'est une image d'une rétine sur un œil de cadavre. Et on voit que c'est exactement pareil. Donc en fait, on est capable d'avoir dans nos labos, dans nos boîtes de culture, des avatars de rétine. Bon, ça, je peux passer. On est capable de regarder toutes les cellules. Donc aujourd'hui, peut-être que vous en avez entendu parler aujourd'hui, ce matin, des grands progrès qui ont été faits en transcriptomique, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant d'avoir l'expression pour une seule cellule de tous les gènes. D'accord ? Donc on est capable, par exemple dans l'organoïde, d'isoler toutes les cellules et de les regrouper en fonction de ce qu'ils expriment. Donc les photorécepteurs, les cellules ganglionnaires, etc. Donc à partir de là, c'est intéressant, puisque si on a un organoïde qui porte une mutation, on peut comparer par rapport à un organoïde malade. Et donc nous, ce qu'on a réussi à faire récemment, c'est qu'en fait, on a un avatar de rétine, hein, donc dans la boîte de culture. Donc d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue cellulaire, on a les mêmes cellules. Mais la question, c'est est-ce que ça fonctionne comme une rétine ? Donc quand on parle de rétine, la fonction, c'est la réponse à la lumière. Donc ce qu'on a pu montrer, c'est que si on laisse plus de 250 jours, on est capable, en faisant un petit flash de lumière qui vont activer les photorécepteurs de cône, donc ceux qui sont dans la macula, que vous utilisez tous, qu'on essaye d'utiliser tous, et du coup, là, on arrive à avoir une réponse. Donc non seulement ça ressemble à une vraie rétine, mais en plus, ça peut répondre à la lumière dans certaines conditions. Donc du coup, ce qu'on essaye de faire, à partir de cellules de patients, c'est de voir si l'organoïde dans la boîte de culture, il a le même phénotype que celui qu'on observe chez les patients.
Donc, un exemple d'un travail qu'on a fait au laboratoire dans les 4-5 dernières années, donc par deux personnes de mon équipe qui s'appellent Amélie et Amélie. Donc, on appelait la grande et la petite parce qu'en plus, elles étaient blondes toutes les deux. Donc, une étudiante de thèse et une ingénieure donc, qui travaille avec moi depuis 10 ans. En fait, il y avait des familles qui avaient une mutation dans le gène qui s'appelle PERPF31. Donc, c'est un gène qui est impliqué dans l'épissage des ARN. Donc, c'est un gène qui est exprimé dans toutes les cellules du corps, mais les patients, en fait, la seule pathologie, mais ils sont aveugles, en fait, ils ont une rétinopathie pigmentaire. Il n'y a absolument aucun autre phénotype. Donc, on ne sait pas, on essaye de comprendre pourquoi un gène qui est exprimé partout, lorsqu'il ne fonctionne pas bien, il n'y a que la rétine qui est affectée. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de modèle. C'est-à-dire que si on prend des souris, qu'on enlève le gène, les souris ne se développent pas, elles meurent. Donc du coup, si on n'enlève que la moitié du gène, on n'a pas de phénotype. Si on surexprime des formes avec des mutations, il ne se passe rien. Donc là, on n'a pas de moyen de modéliser la pathologie. Et donc nous, ce qu'on a fait avec nos organoïdes, à partir des cellules de patients, donc on a plusieurs familles avec des mutations différentes. Donc ce qu'on a pu montrer, c'est que dans un organoïde normal, on va avoir les petits segments, les petits photorécepteurs, donc les bleus, non justement c'est pas les bleus, les rouges et les verts, donc les bâtonnets et les cônes. Et puis sur l'image complètement à droite, on voit qu'il n'y a plus de rouge. Donc il n'y a plus de photorécepteurs, plus de bâtonnets. Et donc ça, c'est l'organoïde issu des cellules du patient qui a une mutation. Et si on attend un petit peu plus longtemps, donc ça c'est 150 jours en culture, si on attend encore plus longtemps, 200 jours, là on commence à perdre les vertes, donc les cônes. Donc en fait, on arrive à avoir dans notre avatar de rétine exactement la même situation que celle qu'on observe chez les patients. Une perte des bâtonnets suivie d'une perte des cônes. Donc là, on a un modèle qui récapitule très bien le phénotype des patients. Donc ça, c'est satisfaisant. Donc là, après, on peut faire deux choses. La première, c'est de la recherche, on va dire, relativement fondamentale, c'est-à-dire de comprendre pourquoi les photorécepteurs vont mourir. Parce qu'en fait, on ne sait toujours pas chez ces patients pourquoi les photorécepteurs meurent. Donc là, on va essayer de trouver des voies cellulaires, etc. Et puis, notre approche qui est plus appliquée, l'idée, c'est est-ce qu'on est capable de corriger ? D'accord ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'empêcher dans nos organoïdes la perte des photorécepteurs ? Donc là, c'est un super outil pour la thérapie génique. D'accord ? Donc à l'Institut, avec l'équipe de Denise Dalcara, qui développe beaucoup de vecteurs viraux. Donc en fait, ce qu'on va faire, l'idée, c'est est-ce que si on ramène un gène normal, d'accord ? Donc est-ce qu'on est capable de réverser de retrouver un organoïde avec des photorécepteurs normaux ? Donc l'idée, c'est un peu comme une voiture, il y a deux phares, il y a un phare qui est cassé, d'accord ? Mais au lieu de réparer le phare qui est cassé, on ramène un nouveau phare. Voilà. Donc un peu la thérapie génique de substitution, on pourrait l'expliquer comme ça. Le gène, en fait, il n'y en a pas suffisamment, donc si on en ramène un qui marche bien, est-ce que ça marche ? Et en fait, ça marche super bien. C'est-à-dire que si on ramène juste une copie du gène, on a à nouveau plein de vert et plein de rouge ici. Donc on a des photorécepteurs normaux. Donc ici, c'est un avantage extrêmement intéressant, c'est qu'on travaille sur peut-être qu'ils sont en labo, mais on travaille sur des cellules du patient, qui sont celles qui sont vraiment malades, qui vont mourir. Donc du coup, on valide une stratégie qui permet de restaurer la fonction. Donc en fait, maintenant, ça permet de développer par la suite des essais cliniques où on pourra essayer de voir si on est capable d'empêcher la mort des photorécepteurs chez ces patients. Donc vous connaissez, j'imagine tous, Luxturna avec RPE105, c'est pratiquement la même chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle les thérapies géniques de substitution. Donc après, ces organoïdes, ils peuvent avoir un autre intérêt, c'est-à-dire on peut utiliser, faire des criblages avec des molécules, donc genre différents composés chimiques pour voir si les cellules ne vont pas mourir. Et donc après, peut-être sous forme de médicaments. Ça, c'est une possibilité. Et puis, vous connaissez tous aussi les fameux, on appelle ça les ciseaux de l'ADN, les CRISPR-Cas9. Donc, en fait, on est capable de cibler un endroit précis dans le gène et puis corriger la mutation. Donc, aujourd'hui, ça commence à sortir, même pour les rétinopathies pigmentaires. Donc, par exemple, dans ces cas-là, si on corrige la mutation, il n'y a pas de mort des photorécepteurs. Donc, du coup, c'est un outil aujourd'hui très intéressant pour comprendre la maladie, d'accord ?
et pour essayer de développer de nouvelles thérapies géniques innovantes, que ce soit la supplémentation avec les fameux AAV type Luxturna ou les nouvelles approches avec les CRISPR-Cas9. Donc voilà, j'avais dit 5 minutes, j'ai fait 10, donc je vous remercie pour votre attention. Je me posais la question, parce que depuis ce matin, on a vu beaucoup de protocoles de tests. Donc, on est dans le protocole 1, 1/2, etc., etc. Et on attaque des cohortes. Avant, je pensais que c'était des cohortes de barbares. Maintenant, c'est des cohortes de testeurs, de patients. Est-ce que ça peut permettre d'accélérer, peut-être de façon beaucoup plus virtuelle, des protocoles de test et d'aller plus vite sur d'autres technologies ? Sur d'autres techniques? En fait, oui, c'est même déjà le cas. Par exemple, si on prend la société qui s'appelle ProQR, avec des systèmes de thérapie génique, en fait, ils n'ont pas de modèle animal. En fait, ils sont en phase clinique et toute la démonstration a été faite avec des organoïdes. Donc ils prennent des organoïdes, ils fabriquent des organoïdes à partir des cellules de patients et ils corrigent les mutations. Et donc en fait, ils ont fait un essai clinique. Donc, alors après, bien sûr, il y a toutes les études de toxicologie qui doivent être faites chez ce qu'on appelle les gros animaux, donc ou du cochon ou plutôt du singe, pour montrer que le produit qu'on va injecter n'est pas toxique. Mais la preuve de concept n'est pas faite sur un animal, elle est faite directement sur les organoïdes. Donc oui, ça accélère énormément. Et surtout qu'il y a beaucoup de pathologies où on n'a pas de modèle animal. Le cas que j'ai présenté ici, PRPF31, les souris, elles n'ont rien. Hein. Merci. J'ai pas entendu. On peut faire des greffes de rétine. Je pense que Karim en a parlé ce matin, donc on peut, mais là on n'est pas encore en essai clinique. Donc on peut transplanter des cellules de l'épithélium pigmentaire qui peuvent être fabriquées à partir de ces mêmes cellules souches. Donc je pense qu'Karim en a parlé ce matin, que ce soit des cellules souches embryonnaires ou des cellules souches reprogrammées à partir de la peau. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de greffer des photorécepteurs. On est d'accord, greffer l'épithélium pigmentaire, s'il y a des mutations dans les photorécepteurs, au final, les patients ils seront jamais guéris. Donc du coup, si les patients ont des mutations dans les photorécepteurs, donc il y a soit l'approche de thérapie génique, et puis après, s'ils ont perdu leur photorécepteurs, il y a les implants, ou la thérapie cellulaire, c'est-à-dire là, greffer des nouveaux photorécepteurs. Donc là, la preuve de concept chez l'animal aujourd'hui fonctionne plus ou moins bien, mais il n'y a pas encore d'essai clinique. Mais c'est quelque chose qui va, à mon avis, arriver dans les 3-4 prochaines années.